Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc la date est restée forcément dans les mémoires. 13 novembre 2015, il y a 8 ans, des terroristes tuaient 130 personnes à Paris, attaques coordonnées au Bataclan sur les terrasses parisiennes ainsi qu'au Stade de France. Ces attentats allaient plonger durablement la France dans le deuil et l'état d'urgence. Quelques mois après la tuerie de Charlie Hebdo en janvier de la même année, Philippe. Oui, est-ce que la France a tiré les leçons des terribles attentats du 13 novembre 2015 ? Est-ce que vous craignez une nouvelle attaque coordonnée de cette ampleur sur le territoire français ? Est-ce qu'on en fait assez pour vous protéger ? Venez témoigner au 0826 300 300. Et pour le moment, 8 ans après le 13 novembre, la menace du terrorisme islamiste progresse. Vous dites oui à 83%, recule à 6% et stagne à 11%. Sur Twitter, venez réagir au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Pierre Conessa, est avec nous, haut fonctionnaire, auteur de État des lieux du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme aux éditions de l'Aube. Bonsoir, merci d'être avec nous, Pierre Conessa. Juste avant de revenir à vous, Philippe Bilger, finalement la sensation de nos auditeurs est de dire qu'ils ont l'impression que cette menace terroriste progresse à 83%. C'est l'un des paradoxes, à mon avis, de cette interrogation si justement formulée par Sud Radio. D'abord, une banalité. Déjà 8 ans. Oui, c'est vrai. C'est inimaginable, pour moi en tout cas, déjà 8 ans. Ensuite, on a la chance d'avoir Jean-Michel qui a été un protagoniste capital de ce Bataclan pour le meilleur. Et dernière idée, Cécile, Philippe, ce que nos auditeurs ont raison et moi je suis frappé par la contradiction qui existe. On ne peut pas dire que les pouvoirs politiques ou que ce soit n'aient pas pris conscience du drame et des risques. Et la France en particulier l'a fait. Combien d'attentats ont été déjoués avant qu'ils puissent évidemment arriver dans leur concrétisation. Mais en même temps, il me semble que l'angoisse augmente. Il y a quelque chose de très surprenant dans nos États qui s'arment davantage, mieux, et pourtant l'angoisse du citoyen augmente. Jean-Michel Fauvergue. Oui, c'est vrai. Les États s'arment mieux, que ce soit sur l'intelligence, c'est-à-dire le renseignement, que ce soit sur les enquêtes, que ce soit sur le fait de coopérer entre les uns et entre les autres. Ils se sont mieux armés, c'est clair, c'est sûr. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y ait des trous dans la raquette, donc il faut toujours travailler sur ce phénomène-là. Mais là où il faut travailler surtout, et peut-être Pierre Conessa nous le dira, c'est sur le terreau du terrorisme. Parce qu'en France, on a un terreau du terrorisme qui est interne chez nous. Il est interne aux Belges aussi et aux Anglais et à d'autres. Mais il faut travailler sur ce terreau du terrorisme-là. On l'a fait. Alors là, je prends ma casquette d'ancien député. On l'a fait avec la loi sur le séparatisme, où on a voté une loi qui donne des pouvoirs. Pas assez sans doute, et il faut sans cesse remettre le travail sur l'établi dans ce domaine-là, et il y a des choses à faire dans ce domaine-là, énormément de choses. Il faut travailler sur le terreau, c'est-à-dire sur les frères musulmans, il faut travailler sur les salafistes, il faut travailler sur les wahhabites, il faut travailler sur un certain nombre de personnes, en particulier les frères musulmans. Je ne sais pas si l'angoisse augmente de manière systémique, mais en revanche c'est certain, c'est qu'on est quand même rappelé à l'ordre très régulièrement. Il y a eu quand même Samuel Paty il y a 3 ans, il y a eu Dominique Bernard il y a quelques semaines. Donc effectivement, au cas où effectivement on voudrait oublier certaines menaces, malheureusement ce n'est pas possible d'y penser. Après effectivement c'est pas forcément des attaques qui ont la même forme. Parfois c'est effectivement des actes isolés comme Paty et Dominique Bernard en effet, mais ils n'en sont pas moins terrifiants. Ils n'en sont pas moins infusés, on pourrait dire, dans l'inconscient collectif effectivement des gens, quels qu'ils soient. Et d'ailleurs, enfin c'est pas pour le rappeler systématiquement, mais effectivement toute personne peut être visée, je veux dire, quelle que soit pour le coup la confession, l'origine, etc. Un professeur, je veux dire, on n'aurait pas imaginé encore il y a quelques années effectivement qu'il aurait pu être la cible, surtout des gens qui sont quand même dévoués à des fonctions hautement utiles et dans l'intérêt de tous. Donc effectivement, c'est tout le problème aujourd'hui. Et je dirais que l'autre souci, c'est qu'on est quand même dans une situation de conflit et de prémices de Troisième Guerre mondiale. Pierre Conessa, le djihadisme finalement s'est construit depuis une trentaine d'années en Europe. Comment se fait-il aujourd'hui qu'on ait du mal justement à repousser le djihadisme en Europe ? Moi, je suis parti de l'idée
que les manifestations séparatistes étaient le terreau sur lequel aboutirait parfois l'attentat terroriste. Donc ce qui m'a intéressé, c'est justement cette putréfaction de la société française, souvent dans la plus grande légalité d'ailleurs, hein, et l'absence totale de réaction politique, en tout cas à la hauteur de l'enjeu. Parce que, par exemple, j'ai recensé 1547 comportements séparatistes de contestation de la loi républicaine sous différentes formes. Dans les écoles, et à l'époque où j'écrivais, c'est il y a plus d'un an ou deux, il y avait 627 cas de contestation religieuse dans l'école publique. Bon. Et cela sur la seule année 2021. Bon, évidemment, il y a eu les 58 attentats déjoués depuis 2015, mais enfin, il reste que c'est sur ce terreau-là, si vous voulez, que, évidemment, se développe cette culture de la victimologie qui va expliquer que tuer un mécréant, après tout, c'est une défense. Deuxième remarque, les derniers attentats et ceux qui ont été contre les professeurs, j'attire l'attention sur le fait que ce sont un Tchétchène et un Ingouche, c'est-à-dire de gens auxquels on aurait prêté en matière de droit d'asile une espèce de bonus positif pour les Tchétchènes en se disant les pauvres, les Russes, etc. Or, je fais remarquer qu'à la fin de l'assassinat de Samuel Paty, le père a félicité l'enfant et ils sont tous repartis en Tchétchénie. Donc il y a un énorme trou dans la raquette aujourd'hui au niveau du droit d'asile, c'est-à-dire de gens qui vont arriver ici. Vous savez, l'intérêt de ces deux attentats, malheureusement, c'est que les enfants qui sont arrivés jeunes ont fait l'école républicaine. Et c'est pas dans l'école républicaine qu'ils sont radicalisés, c'est dans leur famille. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, dans lequel il faut quand même se rendre compte que le droit d'asile n'est pas destiné à des gens qui sont des ennemis de la République. Ça veut dire qu'il faut remonter tous les critères, et ça, c'est extrêmement compliqué. Philippe, je fais une dernière remarque pour la famille Mogouchkov. Elle devait être expulsée. Si elle ne l'a pas été, c'est parce que des ONG se sont mobilisées, le MRAP, Amnesty, etc., pour empêcher l'expulsion. Voilà. C'était avant l'assassinat, évidemment, de Philippe Bernard. Pierre Conesa, Dominique Bernard. Très rapidement, d'abord, est-ce que vous pensez que la multitude des actes séparatistes que vous avez relevés sont presque fatalement liés plus tard à du terrorisme? Deuxième élément, c'est le fait que, est-ce que vous considérez tout de même que notre état de droit, malgré ses faiblesses, est encore totalement adapté à cette lutte nécessaire? Bon, moi, j'ai tendance à penser qu'effectivement, le séparatisme est un terreau. Bon, c'est Keppel qui utilise l'idée de djihadisme atmosphère. Je crois qu'il a effectivement parfaitement défini le problème. Parce que, évidemment, à chaque fois qu'il y a un problème, vous avez deux attitudes. Soit c'est ne pas faire de vagues, ou alors, effectivement, affronter le problème de face. Alors, il y a des moments où on arrive dans des aberrations absolues, puisque vous savez que depuis la jurisprudence, je crois que c'est la Cour européenne de 2015, on ne peut plus expulser un individu si on n'est pas sûr qu'il est bien traité dans le pays où il doit retourner. Alors imaginez comme l'Algérie va accepter des terroristes qui ont commis des attentats sur le territoire français, jugés coupables, expulsables par la justice française, inexpulsables au titre du droit européen, parce que on va jamais pouvoir renvoyer en Algérie un Algérien, un terroriste. Donc on s'est nous-mêmes piégés, et ça c'est effroyable, parce que ça veut dire que on a fait comme si les principes de droit l'emportaient sur la réalité des faits. Et ça va être très dur à faire transformer. Jean-Michel Fauvergue, on est chez les fous de pas pouvoir expulser un terroriste parce qu'on va peut-être pas être très gentil dans son pays. C'est dingue, non? Oui. C'est plus précisément, c'est la Convention européenne des droits de l'homme mise en place par la Cour européenne des droits de l'homme qui non pas l'interdit mais le déconseille fortement, et c'est effectivement une jurisprudence constante sur laquelle le ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui s'assoit. Oui, pardon. Non, excusez-moi, ce que je voudrais, c'est pousser le raisonnement jusqu'au bout. C'est plus intéressant d'être un OQTF inexpulsable qu'être un SDF français. Oui. Parce que l'OQTF, il est à la charge de la République, l'OG nourrit blanchi, tandis que le SDF, il a droit au RSA, c'est tout. Donc quand on est dans ce niveau d'aberration, c'est évident qu'il faut faire soit sauter la jurisprudence européenne, soit s'asseoir dessus. Alors je crois qu'on a dépassé ce stade-là depuis très peu de temps, certes, mais on l'a dépassé du point de vue de l'opinion publique et de la prise de conscience d'une certaine partie des politiques, et en particulier du ministre de l'Intérieur à l'heure actuelle.
Michel. C'est pour ça qu'il est en train de proposer une loi sur l'immigration. On verra comment elle est traitée, cette loi. On verra si elle est enrichie. Et c'est vrai qu'il faut qu'on revienne sur un certain nombre de choses, en particulier la possibilité d'expulser des enfants, d'expulser des gens qui sont là depuis l'âge de 13 ans, etc., etc. Revenir sur un certain nombre de choses. Sur la jurisprudence, j'insiste sur ce fait-là, c'est pas la jurisprudence de l'Union européenne, c'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire du Conseil européen. Le Conseil européen, pour que nos auditeurs sachent bien, ça n'a rien à voir avec l'Europe. C'est 47 pays, dont certains sont démocratiques, comme on le sait, par exemple la Turquie, l'Azerbaïdjan. La Russie en a été expulsée avec une Cour européenne des droits de l'homme qui représente ces juges-là, 47 pays européens, et qui ne sont pas tous démocratiques. Après, tout l'enjeu, justement, c'est d'adapter effectivement les formes de l'État à ces menaces nouvelles. Ça me semble effectivement assez évident, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, mais sans remettre en question de manière générale et pour tous, si j'ose dire, tous les fondements de l'État de droit. C'est tout le problème. Évidemment, dans un régime de type autoritaire, c'est beaucoup plus facile. Vous prenez un certain nombre de décisions unilatérales, centralisées au niveau du pouvoir exécutif, et vous pouvez remettre en cause un certain nombre de droits parce que vous l'avez décidé de manière centralisée et autoritaire par hypothèse. Effectivement, dans un pays comme la France, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a tout un arsenal effectivement juridique qui peut être entre guillemets retourné contre nous, et en même temps, c'est heureux qu'il existe. Donc il faut l'adapter sans encore une fois le remettre en cause pour ceux pour qui il est heureux que ça s'applique. Un mot, Jean-Michel Fauvergue, et personne ça. Juste une petite précision. On parle beaucoup de l'état de droit. C'est vrai qu'on devrait être dans un état de droit. En réalité, la réalité nous dit qu'on est dans un état des droits, puisque chacun est dans la rubrique qu'a dit tout à l'heure Tom, on le voit bien, chacun défend ses droits, et on a tellement de juridictions suprêmes qu'on fait part de ces droits-là, et on n'est pas dans un état de droit qui défend l'État, on est dans un état des droits. Pierre connaît ça. En 2019, Emmanuel Macron disait une société de vigilance. Voilà ce qui nous revient finalement de bâtir, pas de relâchement dans les lieux de culte. Voilà, que chaque citoyen fasse attention effectivement à cette vigilance qui existe après des attentats, et après tout ça disparaît. Mais est-ce que ça veut dire que nous devons systématiquement vivre dans une société de vigilance ? Écoutez, la société de vigilance, sans toucher à l'état de droit, ne me pose strictement aucun problème. Moi, je voudrais vous citer deux faits qui, effectivement, renvoient d'une part à l'irresponsabilité des politiques. Le premier, c'est le rapport Aubin. Vous vous souvenez, le rapport Aubin, secrétaire général de l'Éducation nationale, en 2001, il fait un rapport exposant toutes les difficultés dans l'enseignement secondaire, Et effectivement, à ce moment-là, tout le monde lève le parapluie en disant non, mais c'est si grave, c'est pas très grave, tout ça, effectivement. Bon. Donc, on a laissé les enseignants totalement se débrouiller dans cette situation et cette pression, encore une fois, qui était continue sur le voile, sur la discussion sur les contenus, la contestation de l'enseignement, etc. Deuxième remarque, mais encore une fois, pour rester sur le terrain du droit, je rappelle que quand le gouvernement français a voulu expulser l'imam Iqiyoussen, celui-ci s'est réfugié en Belgique. Et ensuite, il a fallu des mois pour que la Belgique accepte de nous le rendre. C'est-à-dire pour qu'on puisse l'expulser. Donc, quand on est dans un espace qui n'est pas un espace de droit, mais qui est un espace des droits, vous avez raison de le dire, les gens savent très bien se placer dans les interstices. Et donc ça, si on n'en sort pas, ou si en tout cas, quand on est quelqu'un et dans une procédure d'expulsion, il faut s'y opposer. Dernière remarque, je reviens sur la famille Mogouchkov. Rappelez-vous que ce sont des ONG qui se sont opposés à l'expulsion de la famille, et donc ils ont laissé sur le territoire français ce jeune type qui a tué Philippe Bernard. Et le Parti communiste français aussi. Je termine. Il n'y a pas eu un mot d'excuse d'une ONG qui s'était opposée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une faillite de ce qui est normalement la conscience morale des démocraties, ces ONG droits de l'hommistes, qui refusent de faire de quelque excuse que ce soit. Bon, écoutez, il y a un problème, quoi. Mais Pierre connaît ça, j'ai l'impression qu'on est vraiment désarmé par cet ensemble d'états de droit. Déjà, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de contrôle, la CEDH, etc. J'ai l'impression que 8 ans après le 13 novembre, on est totalement désarmé. On n'est pas mieux armé, au moins. Écoutez, oui, c'est vrai. Je vous en citerai un autre exemple qui est extraordinaire. Un type qui s'appelait Oussama Attar, parti en Syrie, djihadiste, fait prisonnier par les Kurdes. Campagne d'opinion animée par la famille et les ONG sur le thème « Il est malade, il faut le soigner ». L'État français était un peu réticent. Finalement, on le fait rentrer. Quand il rentre ici, il disparaît. On le retrouve dans le sud tunisien en train de faire du trafic d'armes. Et finalement, il va être tué par un drone américain. Est-ce que vous croyez que les ONG se sont excusées? Non. Il n'y a que Amnesty qui a dit « Mais nous, on ne voulait pas qu'il soit rapatrié, on voulait simplement qu'il soit soigné ».
voyez ce que je veux dire? Ouais. Et ça, c'est une faillite de la société civile dans son ensemble. Ouais. Pierre Conessa, est-ce qu'il faut est-ce qu'on a des raisons parfois, en ce moment, d'avoir peur? Bien sûr. Moi, je suis frappé, si vous voulez, sur le fait de l'articulation entre ces manifestations antisémites et ce qui se passe à Israël-Gaza, si vous voulez. Parce que je ne crois pas au lien mécanique. Je crois que ça n'a fait que révéler justement ce qui était cette espèce de terreau qui est diffusé dans la société française, qui va se manifester par des actes, des manifestations antisémites, comme si on ignorait, si vous voulez, cette espèce de putréfaction qui court dans une partie de ces manifestations séparatistes. Donc là, oui, il faut arrêter. Il faut arrêter par le biais du droit d'asile, par le moyen des expulsions, par les sanctions dans l'éducation nationale, enfin quand même. Donc vous voyez, on est sur quelque chose qui a pris l'eau de tous les côtés. Eh ben, il faut colmater. Merci beaucoup, Pierre Conessa, d'avoir été avec nous, haut fonctionnaire, auteur de État des lieux du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme, édition de l'Aube. Merci beaucoup.